Bonsoir mes amis. Vous savez, souvent je réfléchis à notre ancêtre commun, l'homme de Cro-Magnon, et je pense que cet homme était quelqu'un, malgré l'idée qu'on se fait de lui, je pense que c'était quelqu'un d'extrêmement raisonnable et d'extrêmement attaché à la réalité, attaché à la factualité. Je suis sûr de cela, parce que s'il ne l'avait pas été, il aurait disparu, et nous avec. Je ne serais pas là en train de faire cette vidéo, et tu ne serais pas là en train de la regarder. Alors, bien sûr, il est possible que certains hommes de Cro-Magnon se soient égarés du chemin de la factualité. Et ceux qui n'ont pas pu y revenir ont probablement disparu, sont sortis du pool génétique. Par exemple, il est possible que dans ce monde extrêmement difficile de l'époque, il y eut des hommes de Cro-Magnon qui ont pensé que le plus grand danger qui les guettait était constitué par le feu qu'ils utilisaient pour cuire leur viande et que ce feu risquait de faire chauffer l'univers et qu'ils allaient tous mourir de chaleur. Alors ils ont éteint leur feu, ils ont oublié comment les faire et puis ils sont morts les pauvres. Je suis sûr que d'autres hommes de Cro-Magnon ont commencé à ramener des serpents à leur grotte et ils disaient à leur famille, mais regardez, j'ai trouvé ce serpent, c'est un symbole de paix et d'amour. Il va nous apporter du paix et de l'amour dans la grotte. Et puis les pauvres, ceux-là aussi sont morts. Vous comprenez? Il est possible que des gens, pendant un temps très court, se soient écartés de la réalité, du chemin de la réalité. Mais en général, soit ils sont revenus vers le chemin droit, soit ils ont disparu. Je pense que le plus souvent, ils ont disparu. Je veux dire, quand tu atteins un certain niveau intellectuel, je crois que tu n'es plus sauvable. Je crois pas que, en tout cas, pas par tes propres moyens. C'est pour ça que je suis là. Alors, je vous dis un truc. Aujourd'hui, je vais vous parler d'économie parce que ce qui se passe, c'est que nous vivons à une époque aujourd'hui. Nous sommes dans le tout dogmatique. Ça signifie que là où tu regardes, que ce soit dans la science, dans la médecine, dans la politique, dans l'économie, tout se gère par le dogme. Parce que nous avons des élites. Je vous explique comment ça a commencé. Parce que il y a eu l'humanité est passée par plusieurs phases, mais je pense que une fois que l'homme a eu une certaine suffisance, dans le sens où il avait un toit sur la tête, il pouvait se chauffer, il pouvait s'habiller convenablement, il pouvait manger convenablement, et il a atteint un stade où il pouvait peut-être même commencer à jeter de la nourriture valable dans la poubelle. Je pense que la première fois que quelqu'un a jeté de la nourriture à la poubelle, il a commencé à se sentir déconnecté de la réalité. Et ce qui se passe, c'est que les premiers totalitarismes sont nés comme ça, parce que l'homme considère à un moment donné qui n'est plus lié par une loi universelle, qui n'est plus lié à une réalité, mais que c'est lui en agissant qu'il crée la réalité. Il se met en amont de tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? Comme il tient des attitudes qui sont extrêmement déraisonnables, et que les gens raisonnables, les gens normaux autour de lui ne vont pas pouvoir accepter, ne vont pas pouvoir manifester une adhésion sincère à ses positions, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir leur imposer ses attitudes par la force. Et c'est comme ça que le totalitarisme est né, et c'est comme ça qu'il continue jusqu'à maintenant. Ça signifie que, je pense que si vous avez vécu cela, si vous me le dites, vous me postez, vous dites, oui, j'ai vécu cela, je sais de quoi tu parles. Dans le sens où, vous voyez bien qu'aujourd'hui, même aujourd'hui, on a des gens qui souvent sont dépositaires de force ou d'autorité publique ou autre, qui tiennent des attitudes qui sont complètement déconnectés de la réalité. Et puis, si toi, tu n'es pas d'accord avec ces attitudes-là, tu peux subir leur foudre, tu peux subir leur violence, quelle que soit la nature qu'elle prend, cette violence, pour te ramener par la force dans leur rang. Parce que par la raison, ce n'est pas possible. Par la raison, ça ne tient pas à leur édifice. Il n'y a que par la force publique que c'est possible. Je vous donne aujourd'hui un exemple. Un article qui était dans le Financial, un journal qui s'appelle, je cherche juste le nom du journal, Financial Post, oui. Financial Post, il a sorti ce journal, d'accord, un article en fait, et il a dit comment Tesla, la compagnie Tesla, celle qui fabrique des voitures Tesla, est devenue le maître de la fausse économie, fake business.
Alors on savait ce que c'était qu'une fake news, et là on a du fake business. Alors c'est quoi ça? Alors écoutez, Tesla fabrique des voitures extraordinaires. Ce sont des jouets magnifiques, confortables, sûrs, rapides, jolis, élégants, à la pointe. Je signe un chèque en blanc sur cet aspect-là. J'ai aucun problème avec cet aspect-là. Ils doivent avoir un service de très bonne qualité, tout ça. Je ne les critique pas du tout sur cet aspect. Par contre, est-ce que leur modèle économique est viable? Viable dans une économie non dogmatique, dans une économie libre. Parce que nous prétendons, quoique nous le sommes de moins en moins, nous prétendons dans une économie de marché. Mais je vais vous montrer que nous ne le sommes pas vraiment. Nous ne le sommes pas vraiment. Je vais allumer la lumière et revenir vous dire cela. Alors, donc, Tesla, juste pour vous donner un premier chiffre, Tesla a reçu 5 milliards de dollars du gouvernement américain. Déjà, quand une entreprise reçoit de l'argent de l'État, déjà, nous ne sommes plus dans une économie de marché, nous sommes dans une économie dirigée. Nous sommes dans une économie où des hommes politiques ou des fonctionnaires ont choisi, ont décidé que telle ou telle entreprise ou tel secteur de l'économie doit être artificiellement promu. Et très souvent, quand tu regardes l'envers du décor, c'est que tel ou tel secteur de l'économie doit être artificiellement pénalisé par des surtaxations, des lois, tout ça. 5 milliards, ils les ont reçus sous forme de dons, de prêts sans intérêt, de subventions, de plein de mécanismes par lesquels l'État peut donner de l'argent à une compagnie. Alors, je vous montre un truc, juste pour vous montrer l'effet de cette intervention étatique. Le dogme, c'est quoi derrière? Le dogme, c'est l'histoire du carbone. Parce que l'État a pris une obsession subite pour l'histoire du carbone. Et donc, Tesla surfe dessus, en fabriquant des jouets qui sont extrêmement performants, mais économiquement, ils ne sont pas viables. Il y a énormément d'inventions, énormément de techniques, énormément de trucs extraordinaires qui dorment dans des cartons. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas économiquement viables. Ça signifie qu'ils arrivent sur le marché à un prix tel que le consommateur n'est pas prêt à payer pour cela ou ne peut pas payer pour cela. Regardez la valorisation, je vais vous montrer la valorisation de Tesla, juste pour vous montrer l'anomalie déjà. General Motors. General Motors, si vous comparez la valeur de la compagnie au nombre de voitures qu'elle vend, vous allez voir qu'elle est valorisée à 5 000 $ par voiture vendue. Si vous multipliez le nombre de voitures que vend General Motors par 5 000 $, vous allez obtenir le prix, enfin la valeur globale de la compagnie. Il divise juste la capitalisation boursière de la compagnie par le nombre de voitures vendues, ils obtiennent un chiffre, c'est tout. En Europe, BMW, elle est valorisée à 26 000 $ par voiture vendue. Et Tesla, regardez mon tableau. Tesla, 800 000 $ par voiture vendue. Donc il y a, on va dire, c'est de manière artificielle, il y a un gonflement de la valeur déjà. Donc quelqu'un qui achèterait aujourd'hui du Tesla, moi je ne donne pas de conseils financiers, mais quelqu'un qui achèterait aujourd'hui des actions Tesla, je ne donne pas très cher de son capital dans quelques années, c'est tout. D'ailleurs, même Elon Musk, le patron de Tesla, a avoué il y a quelques semaines que sa compagnie était survalorisée. Donc ça, il l'admet. Maintenant, quelqu'un peut me dire, oui, mais t'es méchant, t'es dur avec eux, ils sont valorisés comme ça parce qu'ils ont un futur, parce que le marché pense qu'ils sont sur un secteur extrêmement porteur, etc. Je vous montre un truc. Autre chiffre. Danemark, 2015. Ils ont vendu 2738 voitures en 2015. 2738 voitures. En 2016,
le Danemark, l'État, arrête les subventions pour ces voitures-là, pour les voitures électriques. Ça signifie que l'État utilisait l'argent des contribuables pour offrir à certains privilégiés des Tesla. En pratique, c'est ça. Ça signifie que la voiture arrivait tellement chère sur le marché que l'État, afin de répondre à son dogme du carbone, se sentait obligé d'utiliser l'argent des contribuables pour financer à certains des Tesla. Moyennant cela, la compagnie a réussi à vendre 2738 Tesla, dont une bonne partie du prix est financée par le contribuable. Donc il faudra qu'il y ait des milliers de personnes qui travaillent, qui contribuent, pour que sur tous les quelques milliers, il y en a une qui sauve cette voiture-là. Donc tu vois bien que tu ne pourras jamais la vendre à tout le monde. C'est pas possible, parce qu'il faut beaucoup qui travaillent pour de temps en temps financer une. En 2016, le Danemark arrête cette subvention. Il se dit, voilà, nous avons aidé ce produit à arriver sur le marché, maintenant on arrête. Et en 2016, dans le même pays, ils vendent 176 voitures. Donc ils passent de 2700 plus à 176. Une chute de 94%. Incroyable. Hong Kong, 2017. Hong Kong, l'État avait un plan de financement extrêmement ambitieux, extrêmement généreux. Mars 2017, 2939 voitures. Donc ils en vendent littéralement comme des petits pains. 2939 en un mois. Mars. 1er avril, l'État arrête ce plan de financement. Ou de subvention, si vous voulez. Vous savez combien ils en vendent en avril? D'après le même article du Financial Post, 0. Le mois d'après, mai, ils en vendent 5. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Ça signifie, nous sommes dans un contexte d'un produit qui rentre dans la catégorie d'invention extraordinaire, mais qui n'ont pas réellement de place dans le marché, à moins qu'il y ait un État derrière qui est dans un cadre d'économie dirigée qui leur donne de l'argent pour financer le produit, c'est tout. Une fois que ce financement s'arrête, le produit s'arrête aussi. Je vous montre un autre produit qui était très, très sexy, comme disent les journalistes, en 2000, à l'époque 2000, fin des années 90 de 2000, à l'époque on parlait beaucoup du trou d'ozone, etc. Ce produit, c'était ce qu'on appelait les piles à combustible. Alors les piles à combustible, c'est une sorte de mécanisme qui utilise divers combustibles, et puis le combustible le plus utilisé, c'était l'hydrogène. Donc c'est une sorte de système qui utilise de l'hydrogène pour générer de l'énergie. Qui utilise ça? La NASA avait utilisé ça dans certains, et continue de faire jusqu'à maintenant, dans certains de ses satellites. Oui, mais attends, ne compare pas le satellite de la NASA à la voiture familiale. Je veux dire, ça n'a pas de sens. La NASA, quand elle lance des satellites, c'est des projets qui coûtent des milliards. S'il y a des pièces qui doivent être fabriquées en titane, ils les fabriquent en titane. Si une pièce doit être fabriquée en diamant, ils la fabriquent en diamant. Je veux dire, ils n'ont aucune limite en termes de... C'est des technologies extrêmement poussées qui sont gérées par des gens qui sont extrêmement bien formés et tout ça. Donc c'est très particulier. D'accord? C'est très particulier comme technologie. Ça ne veut pas dire... C'est pas parce que tu vois que la NASA utilise un truc pour un satellite que tu penses que tu vas l'avoir chez toi. C'est pas possible d'avoir chez soi. C'est très cher, c'est très compliqué ces trucs. Alors, à l'époque, énormément de compagnies se créent et disent, nous allons révolutionner le monde avec les piles à combustible. L'une d'elles, qui est citée dans l'article, s'appelle Ballard Power Systems, USA, voilà, c'est une compagnie américaine, qui est au Nasdaq, dans le code, c'est BLDP. Je vous la montre, c'est très simple. Je vous la montre l'évolution depuis 2000, regardez. Voilà, vous voyez? Donc, là, les pics sont vers début des années 2000. Vous voyez comme ça monte jusqu'à $120, ok? Parce que c'est pas la seule compagnie qui est sur le coup, bien sûr, il y en a beaucoup qui surfent sur cette vague d'économie dirigée. Et aujourd'hui, elle vaut $3. D'accord, elle ne vaut plus rien. C'est fini, ça ne vaut plus rien. Parce que les piles à combustible, on n'a pas découvert, c'est depuis le premier jour, mais le dogme déconnecte les décideurs de la réalité. Mais depuis le départ, l'hydrogène avait mauvaise réputation déjà, il a fait des veuves et des orphelins.
on ne peut pas le transporter facilement, on ne peut pas le stocker facilement, il est dangereux, il brûle comme de rien, il coûte beaucoup d'énergie à fabriquer. Je veux dire, techniquement, ce n'était pas possible. Tu ne pouvais pas lâcher des milliers de voitures dans une ville avec de l'hydrogène. Tu allais finir avec des bobos, quoi. Puis on le sait, ça coûtait trop cher. Donc, voilà, ça c'est passé. C'est fini. Ça, c'est à la mode des années 2000. Perdu des milliards là-dedans, qui n'ont jamais apporté leurs bénéfices. Et en plus de cela, le pire, c'est qu'on a probablement tué des compagnies qui avaient peut-être de vrais projets. Mais ces compagnies-là n'ont jamais pu voir le jour, vous comprenez? Imaginons que si à l'époque où la première personne avait fabriqué des roues rondes, quelqu'un avait fabriqué des roues carrées, et puis qu'à l'époque, les hommes politiques avaient dit non, nous pensons que les roues carrées doivent être promues, et puis les roues rondes, on va les surtaxer, ou même les interdire, ou les soumettre à beaucoup de paperasse, comme ça les gens ne les utilisent pas. Voilà. Hein, vous savez, on serait aujourd'hui un petit peu plus avancé que l'homme de Cro-Magnon, c'est tout. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est ça ce que les États sont en train de faire. Alors, et bien sûr, des exemples comme ça, il y en a plein. Et si vous regardez des pays comme l'URSS, vous regardez des pays comme l'Algérie, vous regardez des pays comme le Venezuela, ces pays, pourquoi leur économie est défaillante? Pourquoi leur économie s'est crachée? Parce que c'est des pays qui n'ont pas laissé les mécanismes naturels du marché diriger l'économie, faire avancer l'économie. Ce qui se passe, c'est que on a des fonctionnaires qui sont omnipotents, et on a au-dessus d'eux, on a des hommes politiques qui sont omniscients, et l'homme politique, dans sa omniscience, va décider comme ça que, tu vois, ce secteur de l'économie, là, on va le taxer, on va arrêter tout ça, et puis ce secteur-là, il me paraît très prometteur, ma femme adore, et puis on va financer, et puis ça va... Et puis ils foutent d'expérience en expérience, ils foutent tout en l'air. C'est comme aux États-Unis, ils ont financé des États un peu green comme ça, ils ont financé des éoliennes, des parcs à éoliennes, qui aujourd'hui sont en train de pourrir. Aujourd'hui, c'est pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était sympa. Donc, des compagnies arrivent, généralement des potes, des compagnies arrivent, construisent ces trucs. On fait de la fête, on ouvre du champagne, des gens viennent avec des jets privés de partout, voilà, nous sommes en train de sauver la planète, etc. Puis bon, une fois que le cash est dans le compte, c'est fini, hein, elle est plus intéressante, la petite turbine, c'est tout, puis on laisse pourrir. Et il y a des parcs entiers qui ressemblent à, je sais pas, c'est des clous comme ça, des piquets en train de rouiller dans le vent, c'est tout. Connectés à plus rien. Voilà le dégât de l'économie dirigée. Je vous montre un autre. Ah non, j'ai pas de papier pour vous montrer l'autre. En France, ils ont ils ont investi des milliards sur ce qu'ils appelaient la déradicalisation. Ça signifie que ils ont pensé que les terroristes étaient des gens qui avaient un problème dans la tête qui s'appelait radicalisation. Puis après, ça en est plein de compagnies qui ont dit on peut enlever la radicalisation et on appellera ça la déradicalisation. Et c'est devenu un produit soumis à TVA, etc. Et puis ils ont commencé à le vendre. Payé par qui? Il n'a jamais été payé par les gens normaux. Les gens qui travaillent, les gens qui payent des impôts, les gens, ils vont pas payer cela parce que eux, ils sont attachés à la réalité, tu comprends? Mais ils ont été payés par des gens qui ne savent même pas le prix d'un café, même pas le prix d'une baguette de pain. Des gens qui n'ont jamais travaillé, vous comprenez? Des hommes politiques de leur vie n'ont jamais travaillé. Ils ont juste été là à vivre des deniers publics et à décider c'est quoi juste dans leur tête, hein, c'est juste et ce qui se passe, c'est qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent et puis ils n'ont jamais enlevé la radicalisation de qui que ce soit, quoi. Ils n'ont pas un cas documenté où ils ont pris un type et ont enlevé de la radicalisation. Je veux dire, avec mes vidéos, moi je suis un amateur, de ces choses-là. J'ai peut-être offert à l'État français pour 10 millions d'euros de déradicalisation gratuite, quoi, TVA incluse. Donc je veux dire, c'est ça le truc, c'est que nous avançons l'Occident, hein, après avoir pendant très longtemps, après avoir revendiqué une économie libre, une économie de marché, est doucement en train de plonger dans une économie dirigée, basée sur des dogmes. D'accord? Donc de la même façon qu'au niveau géopolitique, le dogmatisme a fait que l'argent du contribuable occidental a permis d'acheter des couteaux, des missiles et des armes à des djihadistes en Syrie et ailleurs, l'équivalent sur l'économie ruinera tout le monde, causera du chômage de masse,
Les enfants marcheront dans les rues européennes avec le ventre gonflé. Je veux dire, c'est ça ce qui va se passer. Parce que il y a de plus en plus d'interventionnisme étatique basé que sur des idées totalement dogmatiques, en fait. Plus une certaine hostilité, on va dire, qu'ils ont de plus en plus de mal à... Mais ça, c'est autre chose. Hein, ça, c'est autre chose. Je voulais parler d'autre chose, une sorte d'hostilité, si vous voulez, au mode de vie occidental, de par ces élites qui considèrent qu'il est temps de prendre la hache et détruire tout ça. Et puis, ouais, c'est un peu... Ça en débouche sur un autre discours après. Voilà, mes amis, je vous laisse. C'était juste quelques réflexions sur l'économie dirigée. Et puis, je reviens un autre jour. J'avais une autre idée encore. Je la développerai un autre jour.